Mais oui, j'étais dans le train, en train de monter pour venir tourner chez vous, le crayon, donc. D'ailleurs, merci pour le setup. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Et merci pour le setup. C'est trop cool. Ça rend trop bien. Et dans le train, je me disais, mais purée, ça fait un moment, j'ai reçu Sixteen, j'ai reçu Valran, j'ai pas encore reçu Jules, mais j'ai pas encore reçu Antonin non plus. Et le fait est que Antonin, on se voit à chaque fois. Exactement. Parce que on est dans la rédac. C'est ça, je t'accueille, je te montre les studios. Exactement. Je suis jamais venu tourner avec toi. Et à chaque fois, on parle de façon très informelle. Tu me donnes plein de conseils sur YouTube, parce que t'en connais un rayon. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage. Le fait est que là, les aléas du planning ont libéré du temps. On ne s'était pas du tout prévu ça à la base. Non, tu viens de me dire là, il y a deux secondes, viens, on va tourner. D'ailleurs, je savais même pas que c'était filmé. Moi, j'ai pris mon ordi, je pensais qu'on allait discuter, prendre des notes. Mais on discute pour un podcast, il n'y a pas de souci. Et on y va. Et donc là, on a préparé un petit plan. Vous allez voir. Ça va être très très cool. Moi, ce que j'aimerais que tu me dises, de toute façon, les gens ont cliqué sur la Minia, sur un titre qui promet ça, mais j'aimerais que... cliqué pour moi, pour ma tête aussi, surtout. Complètement. Et j'aimerais que tu réfléchisses avec moi à un petit exercice de pensée. Ouais. Là, YouTube t'envoie un petit mail sympa avec il y a un gif dedans, chaton, qui est en train de calacher un poussin. Et YouTube t'envoie donc ce petit gif accompagné d'un message. Désolé frérot, ta chaîne a combien d'abonnés aujourd'hui? 229 731, je crois, la dernière fois que j'ai regardé. Putain, c'est trop, si c'est ouf. C'est ouf. Ta chaîne, désolé, pas désolé, elle n'existe plus. Et toi, t'as 6 mois, 1 an pour recommencer et réatteindre ce nombre d'abonnés et avec la même quantité de vues par vidéo. Voilà, postulat de départ. Alors, déjà, je pleure. Déjà, je pleure, je pense, une journée. Mais en vrai, si je pense, on se dit souvent ça avec dans l'équipe, on se dit en mode si t'es capable de refaire tout ton projet alors que tout a été effacé, c'est que tu tenais vraiment à ton projet, que t'as vraiment appris des choses. Donc la journée passée après avoir pleuré, je sèche mes larmes et je me dis ok, comment je fais? Première chose, j'essaie de trouver un format qui soit répétable et qui soit quasiment tout le temps identique et le même. Dans un premier temps, pour justement percer cette couche de l'algorithme et de dire voilà, il existe de nouveau. Alors imaginons du coup que j'ai pas la réputation du crayon, etc. Parce qu'en fait, si j'ouvre une chaîne aujourd'hui, une nouvelle chaîne, en reproposant exactement la même configuration de ce qui était, l'algorithme va naturellement reproposer aux personnes qui étaient abonnées de venir, et donc il y aura une croissance beaucoup plus rapide. Mais imaginons que les gens oublient ce que c'est le crayon, donc je dois tout refaire. Je fais un format rapide, identifiable, et quand je dis rapide à faire, identifiable, et voilà, et de manière récurrente. J'essaie de faire ça le plus possible. Imaginons que TikTok, Instagram n'existent pas, donc je peux passer tout mon temps sur YouTube. J'essaie d'en publier 2 à 3 vidéos par semaine sur YouTube, très identifiables, et quasiment dans le même format toutes. Ensuite, j'essaie de publier au moins 1 à 2 extraits shorts par jour. Ça, c'est vraiment si j'ai le temps. Donc ça, ce serait l'idéal, tu vois. Genre l'idéal de faire, ce serait ça. Ok. Après, si j'ai moins de temps, parce que justement tout a recommencé à zéro, donc j'ai plus de réputation, j'ai plus de source de revenus, j'ai plus rien du tout. Je devrais déjà sans doute peut-être trouver un autre taf et faire ça sur mon temps libre. Parce que la majorité des gens aussi, quand ils commencent sur YouTube, ils ont déjà un taf et du coup après ils doivent faire du YouTube en plus. Donc là, je pense que je me focaliserai à me dire ok, une vidéo par semaine obligatoire, une grosse vidéo par semaine obligatoire. Pareil, un format toujours le même format, un format par semaine, et essayer de découper de cette vidéo-là pour gagner du temps, disons peut-être 10 extraits que je peux poster sur les réseaux dans la semaine. 7 au minimum, tu vois, ça fait 1 par jour, et comme ça, tu peux poster à la fois sur Shorts et sur les vidéos classiques horizontales. Parce qu'aujourd'hui, Shorts, il faut pas du tout passer à côté, parce que ça permet de faire découvrir une audience beaucoup plus large. Même si l'algorithme de Shorts est parfois un peu hasardeux, on a du mal à le comprendre. Il faut quand même poster là-dessus, et une bonne chaîne YouTube, en réalité, c'est d'ailleurs en discutant avec YouTube, c'est YouTube, ces mots-là viennent de YouTube et pas de moi, c'est publier régulièrement des shorts, au moins, eux ils parlent de 1 par jour, et une vidéo longue par semaine, donc alterner les deux, des shorts de manière régulière et des vidéos longues aussi de manière régulière, et surtout la régularité. Et surtout ne pas se dire je publie une vidéo là, mais la semaine d'après j'ai pas le temps, non mais là je fais tel truc mais j'ai pas le temps, tel truc. Non, se dire si je commence, je le fais et je m'y fixe et je fais en sorte de tenir sur le temps long. Ok.
J'ai entendu dire que les shorts avaient tendance à nuire aux vues des vidéos horizontales. Ça dépend. Ça dépend de la stratégie qu'on adopte. Ok. Il y a plein d'exemples de chaînes YouTube. Je te prends un exemple de chaîne YouTube. Moi, j'aime beaucoup. Je passe énormément de temps sur YouTube, par exemple, parfois regarder des gadgets, le nouvel iPhone qui est sorti, enfin, des trucs un peu tech dans ce sens-là. Et les vidéos courtes de ces chaînes-là me captivent beaucoup parce que c'est un concept qui est réduit où avant le mec t'expliquait le nouvel iPhone, je sais pas, en 12-15 minutes, et là il te l'explique en une minute, il t'explique tac tac tac, déballage, un peu unboxing, un peu tu sais ASMR sympa, et t'as le bel objet que tu vois en une minute. Et bah du coup, une fois que j'ai ça, la prochaine fois que je vois dans mon feed YouTube une vidéo longue de ce créateur, que j'ai découvert grâce à Short d'ailleurs, pour la plupart, bah j'ai envie d'aller le découvrir. Je suis en mode, j'avais bien aimé ce Short, qu'est-ce qu'il me propose en vidéo longue? Et quand les shorts correspondent à ce qu'on peut faire en vidéo longue, on a une envie aussi de découvrir le créateur, et on va du coup les vues qui étaient sur le shorts, qui parfois pètent des scores absolus, tu peux faire des 300 000, 1 million de vues, alors que d'habitude sur ta chaîne peut-être tu vas faire des 10 000 vues sur une chaîne plus classique. Bah là tu vas découvrir le créateur, tu vas avoir envie de le regarder de manière plus longue, et donc c'est le fit absolu. Et je pense que aujourd'hui, publier des shorts, ça permet de créer une complémentarité dans le contenu, d'être découvert. Parce que là, en fait, l'algorithme, il faut le comprendre comme un tout. C'est-à-dire que d'être découvert avec les shorts, toucher une plus large audience, et cette audience-là qui va nous découvrir, de l'amener sur des vidéos plus longues. Et donc, en fait, c'est un équilibre à trouver entre les deux. Après, si tu fais du contenu court qui n'a absolument aucun rapport avec ce que tu peux proposer en contenu long, là, ça peut être un peu plus compliqué. En gros. Donc ça va dans le sens de mon intuition, qui est que en fait le problème c'est pas la magie algorithmique de LinkedIn de YouTube, des formations qui décide que non, tes shorts ils vont pas fonctionner, enfin ils vont venir casser les rotules de ton contenu horizontal, ton contenu plus long. C'est simplement le problème, c'est simplement le désalignement en fait entre la ligne éditoriale de tes shorts et la ligne éditoriale de ton contenu en fait, vidéo. Exactement. Pour dire là-dessus, c'est important que les gens aussi retiennent ça. Souvent, on fait nous, on est invités par les plateformes aussi pour qu'ils nous expliquent leurs algorithmes, comment ça fonctionne, comment on peut mieux poster, etc. Et en fait, de ce qui ressort de tout ça, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'algorithme, faut pas essayer de le chercher à le comprendre. Il faut passer du temps sur la plateforme pour comprendre un peu, effectivement, ce qui est mis en avant, ce qui est pas mis en avant. Mais le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement humain. Pourquoi un humain, il va cliquer sur ta vidéo? Pourquoi un humain, il va dire, ah, ce short, j'ai bien aimé, donc je vais regarder ta vidéo longue? Pourquoi? Enfin, et tout ça, c'est que de la psychologie. Il faut comprendre la psychologie humaine pour se dire, bah, je vais amener une stratégie où je vais faire des vidéos courtes parce que les gens vont aimer regarder les vidéos courtes, et après, ils vont aimer regarder les vidéos plus longues. Plus que d'essayer de courir après l'algorithme, absolument, parce qu'en fait, l'algorithme, il va changer de toute manière tous les jours, donc ça sert pas à grand chose. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est comment, dans ce qui m'est proposé par YouTube, un être humain va avoir envie de cliquer là ou là, et de s'abonner. D'autant plus, il y en a plusieurs des algos. C'est ce que j'ai compris. Exactement. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a au minimum 4 ou 5, je crois. Dans YouTube qui tournent, ouais. Ça, je sais pas exactement. Je crois qu'il y en a plusieurs qui se relayent, et donc en fait, c'est un vœu pieux de chercher à le comprendre. Ouais, mais non, en fait, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que les algos, comme tu l'as dit, sont simplement sont là pour aller dans le sens de la psychologie humaine et satisfaire les attentes de viewers. Totalement. Et les attentes des viewers sont directement corrélées à leur propre biais. À partir de là, t'as une roadmap toute trouvée, quoi. Mais derrière, tu parlais de format, justement, parce que parlons maintenant de comment exploiter cette psychologie. Ouais. Tu parlais des bons formats. C'est quoi des exemples de formats, par exemple, qui aujourd'hui ont tendance à bien fonctionner? C'est une très bonne question. Il y a plein de formats qui fonctionnent. En vrai, c'est des formats d'ailleurs qui sont assez souvent qui ont fait leurs preuves même depuis des années, qui ont été utilisés dans des émissions dès qu'on a pu faire des émissions télévisées même, et qui sont continuellement réexploitées, remises au goût du jour et mises en avant. Je te prends un exemple. Nous, par exemple, au Crayon, on fait des débats. Les débats, ça existe depuis la nuit des temps. Les gens ont toujours aimé regarder les gens discuter, échanger. Et donc nous, c'est ce qu'on propose, et c'est ça qui plaît aujourd'hui. C'est un format bien identifié, on fait des débats. Après, t'as plein de manières de faire des formats, et t'as plein de manières d'imaginer des formats. Il n'y a pas de format clé, juste il faut trouver le format qui nous correspond, qui nous plaît,
ce dont on aime parler. Je te donne un exemple. Un très bon pote à nous qui s'appelle Gaspard G, il a un format très clair identifié qui s'appelle Histoire 2. Il est face caméra, il raconte l'histoire de quelque chose, il raconte l'histoire. Là, il a fait l'histoire de Kim Jong-un, il a raconté l'histoire de Cyril Hanouna, il raconte l'histoire de personnalités ou d'événements historiques. Et ça, c'est un format clair, identifié, on comprend. On s'abonne à Gaspard aussi pour ça en partie. Hugo Décrypte, il a un format très clair et tous les soirs, il te fait les actus du jour. Tu comprends aussi facilement. Donc, un bon format, pour reprendre le truc, il n'y a pas de bon ou de mauvais format. mais juste, c'est trouver un format qui toi, te parle aussi. Tu dis, OK, ça, j'ai envie de voir ce truc-là. Sur YouTube, nous, il n'y avait pas de débat à l'époque. C'est pour ça on s'est dit, on veut voir des débats. Donc, on a fait des débats et il se trouvait qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui voulaient voir des débats. C'est trouver aussi ce qui te plaît, ce qui te parle, quoi. Pour l'avoir vécu, il y a les formats, en fait, se réinventent continuellement. En fait, c'est justement, je pense que le secret, c'est pas de chercher l'innovation pure, pas de chercher à créer un nouveau format de zéro, en fait, parce que déjà, c'est extrêmement compliqué. Et en plus de ça, tu sais, c'est le framework Maya, Most Advanced Yet Acceptable. C'est le framework, c'est un modèle mental qui est extrêmement puissant pour bien calibrer la nature innovante de ton innovation. C'est-à-dire à quel point ton innovation va dénoter. Donc, une innovation doit être most advanced, donc le plus avant-gardiste possible, mais yet acceptable, donc rester dans le domaine de l'intelligible bien sûr. Par l'audience à qui tu l'adresses. Sinon, ça te donne un Segway, par exemple, qui déjà était très mal positionné, mais qui à l'époque, en fait, ne correspondait à rien, qui était certes très avancé pour l'époque, mais pas acceptable, ce qui a donné un énorme problème d'adoption à l'époque. Totalement. Et donc là, t'ancrer sur un format déjà existant, soit que tu vas emprunter à un autre média, soit que tu vas remettre un petit peu au goût du jour parce qu'il est déjà présent sur YouTube, c'est un excellent. Après, forcément, au bout d'un moment, tu vas avoir une saturation. Typiquement, il y a ne serait-ce qu'un an, quand on s'est lancé sur YouTube, il y avait très peu de formats podcast long, business en vidéo. Il y en avait un petit peu, mais très peu déjà en France. Et c'est hallucinant de voir à quel point en un an, ça. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Moi, c'est des trucs que je regarde moins. C'est hallucinant. Okay. Je saurais pas te dire si. Enfin, forcément, t'as eu quelques Pathfinder qui ont ouvert la voie. T'as eu les sans permission, les enlève tes chaussures. Je pense que nous, on a fait un peu de bruit aussi par rapport à ça, qui ont montré l'exemple. Et qui ont donc généré beaucoup de suiveurs, mais dans le bon sens du terme. Donc ça donne une saturation de ce format, en fait, qui fait que je pense qu'aujourd'hui, ce format manque de facteurs de nouveauté. Là-dessus, t'as raison, je te coupe, mais en fait, t'as raison là-dessus. Il y a des formats, souvent, il y a des formats aussi que beaucoup de gens font, et des modes un peu sur YouTube, c'est d'ailleurs suivant les niches et tout, mais de manière très grand public. On peut identifier aussi, par exemple, tu vois, au début de YouTube, c'était les podcasts. Enfin, pas podcasts comme là on fait, mais tu sais, salut, tu sais que l'école, c'est comme ça, etc. C'est type Cyprien, Norman, Mr V, etc. qui faisaient ça. Après, t'as eu l'époque un peu vlog, tu vois, où les gens, c'est que chacun racontait un peu son voyage en mode je fais ça, machin, et tout le monde a fait ça. Et d'ailleurs, Léna Situation qui elle a complètement percé aussi grâce à ce format. Et après, on est allé dans un truc un peu plus discussion, chill. Je suis chez moi, il y a des créateurs qui racontent un peu leur vie, qui racontent leur truc. Il y a des threads d'horreur, Squeezie, par exemple, c'est fait connaître aussi avec des threads d'horreur. Enfin, après, il y a plein de formats comme ça, etc. Mais aujourd'hui, t'as des gros youtubeurs qui font des formats très produits. Je pense à Michou, Inoxtag, Squeezie aussi, qui proposent des grosses productions. On retrouve un peu ce qu'il y avait avant sur la télé. Ce qui devient un peu la nouvelle mode aussi. Mais on en revient d'ailleurs. Hein. Ouais. On en revient. Mais on en revient. Mais c'est beaucoup plus éclaté. Ouais. Ce qui fait que, et même un Cyprien, tu vois, récemment, d'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai sortie là récemment, mais même un Cyprien s'est remis un peu à faire du podcast à l'ancienne. Beaucoup mieux produit, en écrivant un scénario, en faisant une fiction, etc. Mais c'est mon adolescence. Quand j'étais ado, j'avais tel truc. Oh là là, c'était drôle parce qu'il y avait ça. C'est vraiment un podcast. Mais il l'a un peu adapté. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus éclaté aujourd'hui et que le format, faut puiser un peu partout. Il n'y a pas de mode de format à part entière, quoi. Et un format peut évoluer. Un format n'est pas figé. C'est-à-dire que, par exemple, nous, ce format-là long d'échange, qui vont durer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures,
qui vont nous amener à travers nous amener à travers ces différentes thématiques, passer un petit peu du coq à l'âne et tout, qui a fait son temps, bah aujourd'hui on en revient de notre côté et on repart sur quelque chose de beaucoup plus bah tu vois, si je vais prendre l'analogie, aujourd'hui on s'est inspiré d'un Underscore par exemple, qui vont aborder des thématiques très précises avec des vidéos plus courtes, empreintes d'une vraie proposition de valeur, au format échange, podcast, stream, ce que tu veux. Et c'est un format qui nous convient beaucoup mieux et qui nous permet de pas non plus complètement nous départir du format podcast qui nous a fait connaître, dans lequel on s'épanouit pas mal et tout. Mais un format peut toujours évoluer, peut toujours être retravaillé, repensé, et on n'est pas figé, quoi. C'est-à-dire que même vous, avec le débat, vous avez une latitude qui vous permet de le faire évoluer, soit dans sa longueur, soit dans sa ligne éditoriale, soit dans votre façon de le produire aussi. Et donc c'est pour ça que, tu sais, on peut souvent se dire, enfin, on peut se faire peur à se dire une chaîne égale un format. Non, justement, voilà. C'est ça. Je voulais donner 2 exemples là-dessus. C'est vraiment là, tu me demandais s'il faut se lancer, etc. aussi, c'est ce que je ferais. Après, évidemment, t'es obligé d'évoluer et de proposer plusieurs choses. Moi, je suis un média déjà, donc quand on est un média, on essaie de proposer plusieurs formats, pareil, parce que t'as plusieurs choses à raconter de manière différente, etc. Mais par exemple, je te prends un exemple, j'ai discuté avec un créateur histoire récemment qui me disait qu'il avait percé avec un format et que là, ce format s'est soufflé et il pensait aussi à un nouveau format, et il était en train de faire un nouveau format et ce nouveau format marchait aussi. Donc l'audience le suivait, plus pour ce format-là, mais pour lui et comment il le racontait. À partir d'un moment où t'as percé un peu le plafond de verre avec un format, tu peux te permettre aussi de proposer de nouveaux formats. Et je donne aussi un autre exemple sur ce truc de format. Je me suis découvert récemment, mais c'est par période, c'est-à-dire que sur YouTube souvent je deviens fan d'un truc et puis après ça part assez vite et je grappille comme ça et j'ai découvert comment il s'appelle, Fast Good Cuisine, enfin que j'ai découvert, je regardais un peu avant, mais là je me suis mis à regarder je sais pas combien de vidéos de lui, et toutes les vidéos que je regardais de lui c'était un format de je teste plusieurs fast-food dans telle ville du monde ou dans tel pays du monde, et il va tester un Burger King, il va tester un KFC, il va tester un fast-food que je connais pas, il va tester un machin. Je pourrais pas expliquer pourquoi je regarde ce genre de vidéo, mais juste les rabbit hole du dimanche soir. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Et du coup, je regarde. Et en fait, ce qui est marrant, c'est même moi, en tant que consommateur, j'étais en mode, je ne veux voir que ce genre de vidéo de lui. Tu vois? Le reste, ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, je viens de le découvrir aussi. Enfin, même si c'est un très gros youtubeur qui est très connu, je sais qu'il est connu. Mais moi, je viens de découvrir ses vidéos que je regardais pas avant. Et du coup, je n'ai envie que de regarder ça. Donc là, mon sentiment primaire, c'est en mode, je veux voir le plus possible de vidéos de ce truc-là, de lui. Et en fait, je pense qu'après, ce qui se passe, c'est que dans ton cerveau, tu t'attaches au créateur. Et donc, t'es en mode, OK, je veux voir comment il va me proposer d'autres choses et ce qu'il va être capable de me proposer autrement. Voilà. Je te partage ça parce que là, c'est la naissance que j'ai trouvé intéressant. C'est la naissance de ce que je peux aimer chez un créateur. Mais c'est ce qui crée toute la difficulté, en fait, pour le créateur dans cette nécessaire émancipation au bout d'un moment de ce format, quoi. Ça a été très compliqué pour Cyprien. D'ailleurs, Cyprien n'a pas réussi concrètement à hauteur de ce qu'il aurait pu à s'émanciper de ce format podcast. On voit que les courts-métrages, ça fait de la vue, mais je pense pas à hauteur de ce qu'il aimerait. Et je pense que ça peut être vraiment source de frustration. Et dernièrement aussi, t'as MyFly et Cardito qui ont pris la cher parce que cette course au toujours plus, cette course à la surenchère, à l'hyperproduction, les a fait rentrer dans un sprint effréné vers la vue, vers le spectaculaire, qu'au bout d'un moment tu peux plus tenir, quoi, ne serait-ce que structurellement. Et on voit en fait et moi mon intuition c'est qu'ils sont en train avec leur retour là d'initier un changement de méta dans le YouTube français, un changement de méta qui revient à des choses beaucoup plus simples. Tu dis méta, qu'est-ce qu'on entend par changement de méta? Méta, tu sais, c'est un changement de paradigme un petit peu dans la façon de faire du contenu sur YouTube. C'est-à-dire que on est passé on est en train de transitionner d'une ère justement du toujours plus de l'hyperproduction, de la vidéo à très gros budget avec des grosses stars, donc ce qu'incarnait MyFly et Cardito de fou avec leur course infernale au président, c'était hallucinant. Vraiment, c'était plus de la fast life là, c'était un délire. C'était l'autobahn life, quoi, tu vois. Donc c'était hallucinant. Et on revient aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus simple à produire
pour eux, beaucoup plus authentique, avec beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de temps long aussi. On le voit, c'est beaucoup moins monté, c'est beaucoup moins hystérique et tout. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs, mais je pense vraiment, et je le vois dans les retours que leur font les youtubeurs avec qui ils en discutent en vidéo, que c'est en train de faire beaucoup de chemin dans leur tête aussi. Et je pour pense les autres youtubeurs. Pour les autres youtubeurs. Et je pense que mon intuition, c'est que on va petit à petit revenir, courant 2024, 2025, à des formats beaucoup plus chill, qui sont aussi instigés par le stream, tu vois, parce que le stream prend beaucoup plus de place, de plus en plus en tout cas. Et je pense que les grosses productions vont être de moins en moins proposées et même recherchées, parce que je pense qu'au global, on commence à avoir fait le tour. Et en fait, tu sais, t'as une distribution gaussienne qui fait que les gros projets aujourd'hui deviennent juste titanesques. T'as le Grand Prix Explorer. Je veux dire, derrière ton Squid Game IRL qui t'a coûté 50 000 balles en production, fait pas le figure à côté. Donc je pense qu'en fait, t'as une distribution gaussienne où tu vas avoir... le Squid Game IRL, à mon avis, a dû coûter plus cher. Non, je parlais pas de MrBeast. Okay. Non, je parlais pas de MrBeast, ça lui a coûté plusieurs millions. Mais le Squid Game IRL fait par un youtubeur français, tu vois, avec ses moyens, forcément, on va faire pas le figure à côté. Donc, t'as une distribution gaussienne qui va se décider, où tu vas avoir 95% du contenu qui va être un peu à la McFly Carlito comme aujourd'hui, facile à produire. Tu crées de l'événementialité sans superficialité, sans gros artifices ou quoi. Et par contre, tu vas te retrouver avec des giga production, le youtubeur qui va dire ok, je vais sortir 2 gros formats dans l'année, mais ça va être des ultra bangers quoi. Et j'ai cette intuition là en fait que de toute façon humainement les gens ne vont, et même économiquement, les gens ne vont plus, les créateurs ne vont plus pouvoir s'aligner sur ce rythme-là effréné de production. Ah bah c'est sûr. Et puis de toute manière, ça les isolerait beaucoup trop aussi. Ouais. Parce que YouTube, c'est quand même des gars qui se lancent dans leur chambre et qui parlent à leur communauté. Aujourd'hui, si tu fais que des vidéos tout le temps ultra produites, t'as l'image de quelqu'un qui est complètement loin de ta communauté. Ce qui est propre d'Internet d'ailleurs. C'est pour ça que tu peux pas te permettre de faire tout le temps des émissions comme à la télé, où t'étais le présentateur télé, star, avec tous les lights sur toi, etc. C'est pas le même modèle. Et d'ailleurs, si tu regardes par exemple la chaîne de Squeezie, c'est assez juste ce que tu dis. Tu regardes la chaîne de Squeezie, il alterne entre des très grosses productions et des trucs très chill avec son fond vert, où il parle directement à sa communauté, il raconte des anecdotes, des histoires, et ça, ce que fait Squeezie là d'ailleurs, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Et n'importe qui peut encore se lancer sur YouTube et proposer ce genre de contenu. Un des créateurs les plus éminents là-dedans, c'est Feldup, quoi. Ouais, exactement. Feldup, c'est du contenu do it yourself à fond, revendiqué, giga bien fait par contre, mais giga bien fait dans le do it yourself, très peu budget. Et ça marche de fou. Ouais. Et Squeezie, en fait, ce que je trouve brillantissime dans sa stratégie, c'est que justement, il arrive à parfaitement alterner ces différents formats, ces différents degrés de production. Et non seulement ça rend le truc ultra viable économiquement pour lui, totalement ultra viable, et en même temps, ça lui permet de maintenir la proximité avec sa communauté, quoi. Et je trouve ça très très fort. Non, c'est très fort. Et même les productions. Il a des très grosses productions, tu vois, genre le GP Explorer, en partie des productions qui explosent les budgets, mais aussi des productions qu'il peut faire, qu'il a fait dans un château. Là récemment, il a fait le Garry's Mod. Garry's Mod dans un château, enfin, un truc monstrueux. Et il a des productions plus intermédiaires, tu vois, par exemple, Qui est l'imposteur, où tu vois que c'est un peu plus de... Enfin, tu vois, c'est des caméras comme on a là, enfin, peut-être t'as peut-être un peu plus de personnes autour, tu vois, mais en soi, c'est des trucs assez dans un salon, assez chill, quoi. C'est pas une grosse prod télé sur un plateau, machin. Donc, il arrive à trouver ce middle qui est aussi très intéressant, parce que t'as quand même l'impression d'être assis avec des potes et de discuter avec eux. Et donc, je trouve que ce format-là est assez intéressant. Mais tu vois, t'as des créateurs et créatrices. Je pense à une créatrice en particulier qui s'appelle Emma Chamberlain, une créatrice américaine qui est connue justement pour faire des trucs très sobres. C'est-à-dire qu'elle est chez elle, elle pose sa cam et elle te parle. Et elle raconte sa vie, elle raconte plein de trucs, etc. Et juste ça fonctionne. Elle te montre pas grand-chose, elle te montre pas non plus des trucs de fou, mais juste elle discute avec toi. Et t'es en mode... Ok, et c'est une des plus grosses créatrices aujourd'hui de YouTube, tu vois. Et donc, en tout cas, des plus populaires sur YouTube. Et donc, c'est assez intéressant de voir que t'as pas forcément besoin d'avoir des très grosses productions aussi pour exister. Et moi, je le vois aussi avec les nombreux créateurs qui se lancent aujourd'hui et qui arrivent à dépasser ce plafond de verre.
c'est assez impressionnant aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des très très grosses productions. Et est-ce que là, justement, tu me parles d'Emma Chamberlain, est-ce que tu penses qu'on pourrait trouver, vraiment revenir à des premiers principes qui expliqueraient le succès des différentes chaînes, des différents créateurs de façon assez universelle? Ou est-ce que vraiment l'explication va se trouver à une échelle très individuelle où ce qui a fait la réussite d'Emma Chamberlain ne va pas être le même déterminant que le succès de un Squeezie, d'un MrBeast ou quoi? En gros, est-ce qu'on peut avoir une recette? C'est la question, quoi. Est-ce qu'il y a une recette pour... Ouais, de façon... Justement, je voulais pas poser la question de façon trop... Je caricature... mais ouais, en gros, c'est ça. Enfin, est-ce qu'il y a une recette ou est-ce qu'il y a des curseurs communs qui te permettent ou est-ce que vide cosmique, chacun doit trouver son truc? Alors, est-ce qu'il y a une recette? Non, mais t'as pas posé la question. Mais est-ce qu'il y a des curseurs communs? Oui. Le premier, c'est la régularité. Ok. Ce que je disais, c'est vraiment être présent de manière régulière. Être là, montrer que t'es présent, etc. Le deuxième, c'est l'authenticité. Montrer que tu mens pas sur ce que tu fais et que tu crois vraiment à ton jet. Alors, ça veut pas dire raconter ta life, raconter tout ce que tu fais, mais ça veut juste dire quand t'allumes la caméra, ta démarche, elle est sincère. Et ça, t'auras beau faire ce que tu veux, ça se ressent ou ça se ressent pas. C'est de l'ordre de l'humain, tu vois, ce que les algorithmes là peuvent pas pénétrer, c'est vraiment savoir si une personne, ce qu'elle raconte, tu vois, par exemple, toi tu fais des podcasts sur le business parce que ça te passionne, tu vois, t'as envie de parler de ça et c'est génial. Mais si tu faisais des podcasts sur, je sais pas, on a des plantes, t'expliquer c'est quoi l'anatomie des plantes, enfin, je me connais pas du tout en plantes, mais peut-être d'ailleurs t'es passionné de plantes aussi, mais c'est un très bel hibiscus. Voilà. J'en ai aucune idée. Voilà. Mais tu vois, là, c'était pas sincère. Et du coup, ça se voit, en fait, quand tu parles de quelque chose qui n'est pas sincère. Donc, en fait, donc c'est la régularité, la sincérité. J'ai essayé d'en trouver un troisième et je pense vraiment ces deux-là, c'est les marqueurs, en tout cas, que tu regardes chez tous les créateurs qui existent. Tu devrais retrouver ça. Régularité et authenticité. Et après, t'as un peu de magie de parfois ça prend pas parce qu'il suffit qu'il y ait un moment où les gens aient envie de t'écouter sur tel sujet ou pas tel sujet. Après c'est beaucoup d'aléas et d'aléatoires, tu vois, est-ce que la plateforme va me pousser parce qu'il y a tant de personnes qui m'ont vu ou pas du tout, et en fait tu peux rester des années en étant authentique et régulier et pas du tout marcher. Ça vraiment ça dépend de... Évidemment, je pense, en vrai, tu pourrais mettre dans un troisième point. Je pense qu'un dernier marqueur, ce serait quand même d'être au courant de ce qui se passe et de pas faire ça dans ta bulle. C'est un conseil par exemple, moi, il y a très longtemps, je m'étais dit, vas-y, je vais faire de la poésie. J'écris de la poésie. Je te donne un conseil. C'est un truc, voilà. Et on m'avait dit, regarde ce qui se fait en poésie. Si tu veux publier, personne dit de la poésie déjà, mais si tu veux faire la poésie, regarde ce qui se fait. C'est pareil. Là, si tu veux si tu veux jouer au foot aussi, regarde comment jouent les footballeurs. Parce que ça se trouve, aujourd'hui, jouer que avec la tête, t'adores ça, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut jouer avec le pied aussi. Il faut mettre des coups francs, avec le genou, ça marche pas, tu vois. Ou peut-être toi, t'adores le faire, mais comment font les footballeurs aujourd'hui, c'est avec le pied, tu vois. Je te prends un exemple, ce qui est plus parlant, mais pour te dire ça, c'est sur YouTube aujourd'hui, si tu sais pas ce qui se fait, si tu sais pas ce qui fonctionne, ça sera compliqué. Donc, être au courant de ce qui se fait, authenticité et régularité, je pense que c'est les trois marqueurs clés en tout cas, pour te donner les meilleures chances de ton côté. C'est un truc, pour rebondir sur le troisième point, c'est quelque chose d'extrêmement commun à beaucoup de youtubeurs à succès avec lesquels j'ai pu discuter. C'est qu'ils ont une connaissance accrue de la plateforme. C'est-à-dire que proportionnellement... ce qui est pas nécessaire non plus. Enfin, nécessaire. Ce qui est pas ultra crucial. Pour moi, c'est l'un des facteurs les moins importants. Il est important à savoir parce que finalement, sur la forme, sur machin, mais c'est pas non plus ce que tu dois avoir le plus en tête aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui regardent quasiment pas d'autres créateurs, en tout cas dans leur niche ou dans ce qu'ils font. Et ça les empêche pas d'être très bons. En vrai, tu vois, j'ai pas de créateur en tête là, je pourrais pas te citer des gens, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui regardent pas forcément, mais juste qui se disent voilà. Je vais donner mon exemple personnel. En vrai, moi, je regarde beaucoup de contenu divertissement, mais je fais pas de contenu divertissement, tu vois, je fais du contenu plus politique, société. Je regarde évidemment du contenu politique, société, mais ce qui m'inspire le plus pour mon contenu politique, société, c'est le contenu divertissement. Après, parce que moi, je sais aussi que c'est ce qui fonctionne et du coup, je regarde dans cet aspect-là de me dire, voilà, ce qui fonctionne, MrBeast, c'est en 5 secondes, il t'a expliqué la vidéo. Moi, il faut que je regarde dans ma vidéo politique qui est plus chiante qu'une vidéo de MrBeast, hein, tu vois, pour les gens de manière générale. Il faut que je la rende intéressante en 5 secondes, tu vois. Bref. Et ces trucs-là, donc oui, faut regarder les vidéos des autres, mais c'est pas, je pense, aussi l'aspect le plus essentiel.
C'est un super point. Enfin, ça, c'est l'adhésion, enfin, l'activation. C'est est très peu compris. Mais l'activation, c'est faire expérimenter la valeur de ton produit, de ton contenu le plus vite possible. Ce qu'on appelle le time to value. Tu vois, c'est à quelle vitesse tu vas délivrer la valeur. Ok. Et ça fait toute la différence dans un produit, dans un service. C'est-à-dire que si tu arrives à compresser le temps, ton time to value le plus possible, tu vas apporter un surplus de valeur qui va compound comme pas possible. Okay. C'est-à-dire que si, tu vois, je prends un exemple, si ton client te signe pour que tu lui automatises sa prospection, par exemple, et que tu lui donnes un délai d'1 mois, mais que tu lui fais que 2 jours après, c'est fait. T'as compressé ton time to value d'une telle sorte que sa valeur perçue va être phénoménale. Ouais, ok, d'accord. Et donc, l'idée, c'est de compresser le time to value le plus possible dans tout ce que tu fais, y compris dans une vidéo YouTube. Ergo, les 5 secondes dont tu parles, où il faut commencer à délivrer la valeur dès le tout début, en fait. Donc, les intros longues, etc., ont tendance à pas être très, très judicieuses. C'est pour ça que moi, sur les dernières vidéos, je m'efforce d'attaquer le plus vite possible dans le dur. Attaque le plus vite possible, effectivement. Parce que... vas-y. Et pour... je vais complètement changer de sujet ensuite, donc... tu veux que... vas-y, ouais. justement. Non, sur là-dessus, je pense que TikTok a beaucoup inspiré aussi YouTube et la manière de faire aussi les contenus. Et je pense que c'est pas plus mal aussi. Et d'ailleurs, YouTube, bon, ils ont été un peu bousculés là-dessus par TikTok. Mais le fait, tu dois choisir de regarder ta vidéo très rapidement. Donc, il faut très rapidement qu'il y ait la valeur, comme tu dis. Et je regardais un Reels la dernière fois qui expliquait un peu ça de manière marrante. De manière intéressante. Il montrait les derniers Reels de MrBeast, parce que MrBeast aussi, il est très très fort dans cette stratégie justement shorts et vidéos plus longues, parce qu'on les voit moins, ces vidéos shorts, mais elles sont toutes aussi performantes et elles sont toutes aussi géniales. Il fait un concept par vidéo short, bref, on pourrait faire tout notre entretien sur les vidéos de MrBeast, mais bref. Ce qui était semblable et similaire sur les vidéos de MrBeast, c'est qu'à chaque fois, dans les 2 premières secondes, t'avais la valeur. T'étais en mode, il t'expliquait la vidéo. Je vais donner $100 000 à ce gars et on va voir comment il va s'en sortir. Je vais faire tel truc avec ce gars et il va devenir millionnaire. Et directement, t'es en mode, waouh, ok, je vais voir cette vidéo. Tu vois. Et ça, faut l'avoir en tête, même pour des vidéos, enfin, tu vois, même pour tes vidéos à toi. Pour moi, ce que je fais sur le crayon, c'est pour ça qu'on a le concept du vrai-faux, où on donne des affirmations aux gens et ils doivent répondre par vrai ou faux. Comme ça, tu sais directement ce qu'ils pensent. Et donc, t'as la valeur qui est là. Ok, voilà, c'est des personnes, ils pensent ça. Comment après ils vont débattre à la fin, et donc t'as envie de savoir comment ça va se goupiller, etc. Comme j'ai envie de regarder la vidéo de MrBeast, parce que comment ce mec va réussir à gagner $1 million, tu vois. Ok. Et tu crées une storyline en fait dès le début. Et ça, c'est un truc par exemple tout bête, mais que tu vois, les youtubeurs français ont mis beaucoup de temps à appliquer. Dans les gros concepts français, tu vas avoir littéralement 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes d'explication. Ouais. Mais d'explication. Donc là, on te donne la théorie dont tu as besoin pour comprendre. MrBeast, lui, ce qu'il va faire, c'est que même un jeu très complexe, il va commencer à y jouer. Il va commencer à dérouler le truc. Et il va t'expliquer les règles au fil de l'eau à mesure que les événements se produisent. Ouais, totalement. Et donc, ça te permet de dérouler directement une narrative, d'être happé par le truc, de commencer déjà à expérimenter la valeur et de découvrir les subtilités à mesure qu'elles se produisent. Donc, de ne pas te retrouver avec une séquence un peu chiante entre théorie d'un côté, où tu as une théorie qui s'ancre dans rien de concret parce que tu l'as pas expérimenté, et pratique, où là, tu es obligé de te rappeler. Et en fait, ça change tout. Et je pense que ça c'est parce qu'en France, on a du mal aussi avec le mélange des genres. On a du mal à se dire, on va faire ça en même temps que ça, on va faire, et puis après, en gros, les deux vont être mêlés, puis on va pas trop savoir c'est quoi. Mais donc, on aime bien se dire, voilà, ça c'est l'introduction, ça c'est la partie principale, et ça c'est la conclusion, ou pour le caricaturer. Alors que tu vois, MrBeast, je reprends cet exemple, et comme tu dis, il commence direct le truc, mais ce qui est aussi marquant, si tu regardes ses vidéos, c'est ses OP. Comment il fait ses OP? Elles sont intégrées à la vidéo, mais d'une manière qui est juste brillante. Il dit, et pendant qu'on va exploser ce château, faut que je vous parle de Shopify. Shopify, c'est le sponsor de cette vidéo. Attends, n'explose pas le château maintenant. Mais t'es en mode, quoi, Shopify, de quoi? Et t'es en mode, ok, c'est énorme, tu vois. C'est dans la vidéo. Et du coup, Shopify, je l'associe à ce château qui est en train d'exploser et tout. Je suis en mode, oh, c'est génial, Shopify. Il y a aussi ça, tu vois. En France, on fait pas ça, tu vois. Squeezie, il commence ses vidéos. Il fait, attendez, OP spécial. Alors, il y a tout développé, tout un arc narratif qui est intéressant parce que il fait ça avec des graphismes, des animations, etc. C'est super. Mais c'est quand même une partie séquencée de la vidéo. Donc, je fais juste, tac,
Enfin, je zappe, quoi, pour ceux qui regardent pas YouTube sur téléphone, mais tac, 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 je zappe, et je les appelle à l'OP. Alors que MrBeast, je zappe pas, parce qu'en fait, le château, il va exploser pendant qu'il parle de Shopify, tu vois. Donc, je regarde. Alors, je suis très curieux de savoir combien coûte une OP chez MrBeast. Quand tu vois le nombre de vues qu'il fait sur une vidéo. Bah, en général, les coûts par 1000 vues sont assez élevés. Si on essayait de faire... Attends, j'essaie de calculer. Si t'es à peu près... il tape du 150 millions de vues par vidéo, quoi. 150 millions. Quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Imaginons que ton... allez, faisons un truc hyper élevé pour MrBeast, genre t'es à 100 les 1000 vues. 100 dollars les 1000 vues. Combien ça fait? 15 millions? C'est beaucoup. Hein. C'est énorme. 15 millions l'OP. Ce serait énorme. Je sais pas si c'est le cas, mais en vrai, ce serait dans. Mais après, en même temps, c'est le mec, c'est top 1 et tout, donc tu te payes MrBeast, quoi. Tu sais que ta vidéo va être vue par tout YouTube, quoi. Quand tu payes MrBeast. Donc c'est clair, mais après, justement, t'as une audience très très large. Je suis pas sûr que son CPM soit. Je sais pas. Élevé, tu vois. Pas forcément non plus parce qu'il a une audience très jeune aussi. Donc c'est une audience qui va pas forcément acheter. Je sais pas. C'est dur à dire. Ça se compte en millions, quoi. C'est vrai, je pense que c'est au moins 1 million par OP. Oh là là. C'est... Mais sachant il fait pas toujours des OP, il fait souvent des trucs pour ses propres produits aussi, ses barres chocolatées. Mais ça, justement, t'as toute une économie du YouTube Game qui s'est développée, que je trouve incroyable. On va parler de MrV juste après, mais masterclass absolue. Genre, c'est une masterclass business. Sur la pizza, ouais. C'est hallucinant. Et tu vois Sam Sulek? Non, ça me dit rien. C'est un YouTuber fitness qui a percé, mais comme pas possible. Okay. C'est-à-dire que il est passé de... il a publié sa première vidéo, je crois, en mars. Ouais. Là, il a dépassé les 1 million d'abonnés. Il prend 150 000 abonnés par mois, quoi, environ. Ok. C'est un délire. Wow. C'est un délire absolu. Et lui, c'est un gros bodybuilder. Il a 21 ans. Ok. Donc, gros bodybuilder qui a des ambitions pro, donc avec tout ce que ça implique. Donc, il a un physique très impressionnant. Il se shoot ou pas? À fond. Okay, enfin, il veut devenir pro. Donc, il a un physique très, très impressionnant. Il a des perfs de fou. Il a une façon de s'entraîner qui est très particulière. Et tu parlais tout à l'heure d'authenticité, de régularité. Ouais. Lui, c'est exactement ça. C'est un vlog par jour. 0 montage. C'est lui qui se filme pendant ses séries. C'est des vlogs de 30 à 60 minutes en gros. Et juste, il se filme en train de faire ses séries. Il se filme en train de faire ses séries. Il se filme dans la bagnole en train d'aller à la salle, en train de revenir. Il se filme en train de manger, en train de bouffer ses burgers parce que lui, il compte ses macros. Enfin, donc, il a une diète particulière où en fait, tant que ça rentre dans son total calorique, il mange ce qu'il veut. Donc, il va te bouffer des trucs affreux, affreux nutritivement, mais il s'en fout. Donc, le mec est ultra clivant, ultra authentique, ultra clivant. Il est pas du tout dans le clash, mais son authenticité et sa façon de faire dénote tellement que c'est très polarisant. Et donc, ça a créé un effet boule de neige de malade où il a créé une audience ultra soudée, un noyau dur extrêmement fidèle qui il y a un effet Andrew Tate, en fait, où tu vois des dizaines et des dizaines de chaînes, de comptes YouTube, de comptes short qui vont faire du repurposing de ces extraits en mode gros fanboy, tu vois. Et donc ça a créé une viralité de malade et il est tellement polarisant et il a tellement de buzz que tout le fitness game a fait sa petite vidéo sur Sam Sulek pour trash sa diète, trash sa façon de s'entraîner, etc. Lui ne répond à aucun, il est pas du tout là-dedans et il a pété comme pas possible. Enfin vraiment, il a fait une percée de malade. Authenticité, régularité, il a pas loupé un jour d'upload. Donc 7 sur 7 depuis 8 ou 9 mois. Ah ouais, putain, c'est impressionnant. Ouais. Et ça fait, il a percé là en 8 ou 9 mois. Je vais te dire combien il a d'abonnés. Il a commencé YouTube là il y a 1 an, quoi, après. Je vais te dire exactement. Bim, 2 046 000 abonnés. 2 millions. 46 000 abonnés. 107 millions de vues. Là, il tourne à, là, de ce que je vois, il tourne à 200 à 500 000 vues par vidéo, tu vois, tous les jours. Ah, c'est une vidéo par jour, du coup. C'est une vidéo par jour. Et il a commencé il y a 10 mois. Il l'a créé en 2016. Tu vois. Parce qu'en fait, à mon avis, il faisait peut-être du contenu aussi avant. Alors, je sais que lui, il a commencé sur TikTok. Il a commencé à avoir un peu de buzz sur TikTok. Donc, ça a créé TikTok. Donc, ça a créé un appel d'air. Mais je sais qu'il a commencé à upload. Ok. Bon, peut-être qu'il avait sa vieille chaîne YouTube de quand il était. En gros, c'est ça. Ouais. Donc, il a commencé à upload vraiment il y a même pas 1 an, quoi. Ok. Parce que ça pourrait aussi être un ancien créateur qui a supprimé les trucs et tout. Mais je connais pas son histoire. Donc, non, lui, il a commencé vraiment sur YouTube. Enfin, c'est vraiment le cas typique.
Et donc c'est possible, et tu vois, régularité. Il y a un, comment il s'appelle, Thibaut InShape aussi, depuis qu'il commence ses vidéos, c'est... Avant il faisait une vidéo, je sais plus c'était quoi ce qui s'était fixé, mais en tout cas il s'est toujours fixé des trucs, et là par exemple c'est une vidéo par semaine, il fait toujours une vidéo par semaine, et une vidéo shorts par jour, tu vois. Tous les jours. Et ça... Mais il y a des jours où il monte à 3-4 moments. Je crois pas. Il bombarde. Je crois qu'il est à un par jour. Ok. Je crois qu'il se fixe... Alors peut-être qu'il doit publier s'il a du stock, mais je pense qu'il se fixe en mode avec cette discipline assez militaire de un short par jour, une vidéo YouTube par semaine. Et reprendre la grosse trend en plus. Ouais. Et donc pour résumer, tu trouves un format dans lequel tu te sens d'être authentique et qui te permet structurellement de débourrer, d'y aller, de d'être souvent, régulier, d'être régulier en quantité, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Donc c'est là toute la subtilité aussi du choix du format, parce qu'il faut un format que tu puisses produire, que tu te sentes de produire, dans lequel tu vas t'épanouir, et en même temps que économiquement et logistiquement tu es en mesure de produire. Et sachant que là tu m'as posé la question si je devais recommencer le crayon, donc j'ai déjà choisi ma niche. J'ai déjà choisi un peu, j'ai déjà fait un peu un tour de justement d'horizon de ce qui se faisait aussi, et je sais déjà, mais parce que ça on l'avait pas précisé, mais voilà, juste pour. Et parlons rapidement du titre et de la miniature. Ouais. Très bon sujet. Vrai sujet. C'est quoi pour toi les grands principes, les grands tenants d'un bon titre déjà, et ensuite d'une bonne miniature? Bah on l'a un peu dit sur, tu vois, les 2-3 premières secondes que tu peux avoir sur TikTok. C'est ton titre et ta miniature sur YouTube. Donc en fait, il faut que tu délivres la valeur dès le titre et la miniature. Il faut que, quand je vois le titre, je sais ce que je vais regarder. Avec la miniature aussi. Et du coup, c'est pour ça que c'est développé aussi les miniatures un peu plus conceptuelles qu'on peut voir. Enfin, quand je dis conceptuelles, c'est-à-dire qu'il y a moins de texte dessus, avec des têtes qui réagissent, etc. Parce que le titre fait office de texte déjà. Tu peux raconter en fait ce que tu veux, enfin ce que tu veux. Tu racontes dans le titre comment va se dérouler ta vidéo. Sur la miniature, tu montres ce que tu vas voir, comment tout ça va être orchestré. Et après la personne choisit de cliquer ou pas cliquer. Je te donne un exemple. On a fait une vidéo sur le crayon, enfin en tout cas d'ailleurs tous les titres qu'on fait, mais je te prends cet exemple précis pour que ça parle. Mais tous les titres qu'on fait sont faits de cette manière-là. On a fait une vidéo sur le harcèlement scolaire. On a pris, il y avait 4 élèves, 4 anciens élèves harcelés, un élève harceleur, qui est aussi été harcelé, mais bon, qui est aussi là en tant que harceleur. Et donc du coup, le titre de la vidéo, c'est, je l'ai plus en tête, mais c'est 4 harcelés, 4 anciens harcelés confrontent un ancien harceleur. Tu sais que la vidéo, ça va être ça. Tu vas regarder ça. Et donc en fait, en gros, c'est comment tu peux mettre toute ta vidéo, tes 1 heure de vidéo ou moins d'ailleurs, comment tu peux les résumer en une phrase, ce qui est assez compliqué, mais réfléchir à cette manière-là. On en revient à la proposition de valeur, en fait, ça doit être forte. Totalement. C'est tout. C'est exactement ça. Et donc en fait, si ton idée de vidéo est bonne, et si ta vidéo est bonne, ton titre va forcément être bon, puisque tu auras envie de cliquer, de regarder c'est quoi cette vidéo. Et après, évidemment, le putaclic ou enfin ça marche pas. Et ça marche pas parce que YouTube le sanctionne, ça marche pas juste parce que les gens vont cliquer en pensant avoir cette propale de valeur. Enfin, c'est comme si tu disais à un client, je vais t'offrir ça, il va être en mode, oui, j'achète. Tu lui montres la valeur, il est en mode, bah, c'est pas ce que j'avais demandé. Il va être en mode, bah, je reviens plus chez toi, tu vois. Et c'est un peu la même chose. Et donc là, pareil, de YouTube, rétention derrière. Ouais, quoi. exactement. Donc là, du coup, sur YouTube, ça se transforme en, je reste peut-être 2 minutes. Je vois que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Putain, je me barre. Et encore 2 minutes, je suis gentil. Et donc, en fait, du coup, t'as la rétention d'audience qui est catastrophique. Donc, les gens, YouTube ne va pas la recommander après à d'autres personnes. Quelles sont c'est quoi les métriques à regarder absolument selon toi? Les métriques, c'est à quel point une vidéo convertit en abonnés. Ok. Enfin, là, je dis ça de manière générale pour savoir si mon contenu que je fais est bon et pour savoir si je suis dans une bonne dynamique. Donc, premièrement, voir à quel point une vidéo YouTube convertit en abonnés. Ok. Voir à quel point. C'est quoi les taux à peu près? Wow, ça dépend. Ça dépend de ta chaîne, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de plein de choses. Ok. J'ai pas de chiffres là à donner exact. Mais ça, c'est un truc auquel il faut faire attention. Deuxième chose, checker le watch time. Ok. Voir à quel point la vidéo a été vue longtemps ou pas. Ok. C'est pas en pourcentage, c'est en chiffre absolu? Sur le watch time? Ouais. Encore une fois, ça dépend si tu fais des vidéos plus longues, ça dépend de la durée de ta vidéo en fait. Ok. Je sais que par exemple, si tu fais des vidéos d'1 heure, un bon tiers de la vidéo, c'est bien.
Ok. C'est bien. C'est moyenne, en moyenne, c'est très bien. Ok. Si tu fais la moitié, déjà, ça, c'est excellent. Tu vois, si ta vidéo fait 50% de watch time pour une vidéo d'1 heure, c'est excellent. Si tu fais un tiers, je sais pas, si tu regardes les stats. Je regarde les stats justement pour voir si je suis dans les clous. T'es dans les clous. Ouais, ça va. Bah, en vrai, ça, c'est bien. Et après, je sais pas, faudrait que je regarde nous combien on convertit en abonnés à chaque fois sur une vidéo. Mais en fait, tu sais qu'une vidéo a bien marché si tout ça est réuni. C'est-à-dire que si tu convertis massivement en abonnés, plus que, en tout cas, ce que tu peux faire d'habitude, si ton watch time est supérieur à 50% sur une vidéo longue, et si l'engagement, alors l'engagement tu le mesures soit en like, après ça dépend des plateformes, mais sur YouTube, ça peut être avec les likes, ça peut être avec les commentaires, si ça se prête avec les commentaires, mais c'est quelque chose qui se mesure, tu vois, en fonction de ce qu'ont les gens pour réagir, donc like, commentaire. Et après c'est aussi, donc ça c'est les 3 clés sur YouTube, mais nous tu vois il y a plein de vidéos aussi, on sait qu'elles ont marché parce qu'elles ont été repartagées après sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux. Et tu sais, à partir du moment où elle est reprise, que du coup, il y a eu un intérêt fort pour la communauté. Ça lui a pas suffi de liker, ça lui a pas suffi de commenter. Elle voulait aussi la partager à sa propre communauté. Donc après, tu vois aussi dans l'onglet partage, etc. Et donc, moi, je parlais, c'est les gens qui reprennent ta vidéo classique, mais tu as l'onglet partage où tu peux voir aussi combien de gens ont partagé. Donc voilà, en gros, les points à suivre. Et encore une fois, c'est pas, ça dépend des vidéos, ça dépend de ta niche, ça dépend de plein de trucs. Il faut pas se focaliser là-dessus. Le plus important, nous on avait demandé avant à plusieurs créateurs de contenu, c'est quoi, enfin tu vois, un peu comme ce que tu me dis là aussi en mode comment je fais, c'est quoi la meilleure manière d'exister sur YouTube, comment je fais si je dois me lancer dès demain, etc. Et à chaque fois, une des réponses qui revenait le plus souvent, c'était faites du bon contenu. Vraiment aussi simple que ça. Ne vous focalisez pas forcément sur les chiffres. Arrêtez d'essayer de plaire à l'algo. Enfin, faites du bon contenu. Et en fait, c'est à l'époque, on était ouais, faites du bête contenu, vous êtes marrant, mais faites du bon contenu. Moi, je fais du bon contenu. Je sais que je fais du bon contenu. Et en fait, petit à petit, aujourd'hui, maintenant, je comprends. Je comprends aujourd'hui. Je sais. En fait, je sais. Tu vois là, quand on tourne ici dans ce studio au crayon, je sais quand je fais du bon contenu, quand j'en fais pas. Et je sais quand une vidéo va marcher, va pas marcher. Peu importe l'algo. Je pourrais pas forcément l'expliquer. Je suis en train d'essayer de le catégoriser. C'est un peu une partie de mon travail, d'essayer de voir comment on peut faire rentrer ça dans des clous. Mais parfois, c'est un peu irrationnel. Tu peux pas mesurer que, en fait, c'est nous, comme je disais, on fait beaucoup de débats. Donc, c'est souvent parfois des rencontres de personnes, des profils atypiques qui se rencontrent et parfois on les fait se rencontrer et il se passe rien. Et parfois, il y a une étincelle, un truc, tu dis, waouh, ça c'est incroyable. Mais encore une fois, c'est en tant que spectateur. Je le sais. C'est-à-dire que moi, je suis en mode, j'ai envie de le voir. Donc je sais que si moi j'ai envie de le voir, comme Sixtine, Val et Jules depuis le début de la chaîne, c'est aussi on est authentique dans ce qui nous plaît. Comme ça nous plaît, on sait que ça va plaire à l'audience aussi. Tu vois, il y a ça aussi, et donc il y a ce contrat aussi là qui est très lié du coup à nous là-dessus, et c'est pour ça que je suis en train d'essayer de processer ça pour que ce soit très très mesurable et on puisse dire ok bah là on a réuni telle personne avec telle personne, etc. Je suis en train de faire un tableau là-dessus. Bref, je développe toute une théorie là-dessus, mais l'idée c'est de se dire après ok. On a justement, c'est plus d'ordre de l'irrationnel, mais c'est très concret. On a telle personne face à telle personne. On a en tout cas en probabilité, après tu sais jamais, parfois pas marcher, mais une probabilité très forte que ça plaise à l'audience et que ça fonctionne bien. Après, quelque chose à creuser du côté du MBTI ou un truc comme ça. Peut-être. Ouais. Rencontrer les bons types. Peut-être. En vrai, peut-être. Mais la question, c'est comment tu fais un MBTI et tes invités. C'est tout l'enjeu. Après, t'as d'autres tests de personnalité qui te permettent de façon un petit peu plus. Sinon, c'est de l'analyse à brûle pour point comme ça. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a réfléchi à ce genre de choses, mais on l'a jamais forcément mis en place ou quoi. Mais bon. Je sais pas si on fera ça un jour ou pas, mais peut-être que c'est lié à ça. Peut-être qu'il y a certaines émissions qui sont plus incroyables que d'autres parce que t'as certaines personnalités de personnes qui se rencontrent qui justement avaient un profil MBTI qui faisait que ça faisait une belle complémentarité. J'ai pas analysé ça comme ça, mais effectivement. Et vous allez faire des castings. Bon, on commence à faire des castings. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'on a la grosse émission qu'on a faite là avec les 5 personnes sur le harcèlement scolaire. On a fait un casting pour savoir les personnes qui correspondaient le plus à ce qu'on voulait voir et ce qu'on aurait aimé comme témoignage. On a reçu des centaines et des centaines de témoignages et du coup de ces centaines-là de témoignages, on a filtré, on s'est dit ok, c'est vous parce que vous avez parce qu'on a les bons profils qu'on voulait montrer et représenter dans le plus possible la diversité des gens et des profils quoi. Ok. Bon. Trop cool. Est-ce que j'avais d'autres sujets?
Je crois qu'on est très très bon là. Ok, parfait. Je crois qu'on est très bon. On aurait, bah, de toute façon, YouTube, c'est un puits sans fond. On pourra en parler pendant 5 ans. Mais je pense que là, on a fait un bon cours introductif. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je sais pas si c'était intéressant, mais. C'était passionnant. Bah, C'était passionnant et surtout, il y a vraiment du concret, quoi. Donc, on va essayer, tu sais quoi, on va faire une vidéo où on applique tous tes conseils. Parfait, faisons ça. Un expert YouTube à 200 000 abonnés te livre tous ses secrets. Mais tu sais que c'est une des vidéos les plus vues de la chaîne ces derniers temps, c'est 2 experts en closing te livrent tous leurs secrets. Mais tu vois, ça, là, tu délivres leur quoique donne les secrets, peut-être le truc secret. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que ça marche peut-être un peu moins. Ok. Je sais pas si ça marche. C'était une discussion cette semaine, ouais. Et moi, j'essaie justement, c'est un truc sur lequel j'essaie de me renouveler un petit peu. C'est j'essaie de me départir de certaines terminologies qui ont tendance à revenir de façon un petit peu trop fréquente. Hack, méthode, secret. Et qu'est-ce que t'aurais mis, toi? C'était quoi la vidéo, exactement? C'était un podcast de 2 heures où je réunissais Jules, mon cofondateur, et un autre entrepreneur qui est closer professionnel, enfin qui est closer, qui sont donc tous les deux très 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 chauds en vente. Et un épisode tous les 3 on discute et où ils parlent de vente, ils livrent toute leur méthode en fait. Concrètement, la valeur est folle. Et donc je l'avais tourné dans ce sens-là. La vidéo a très bien marché pour nous. Ok. Elle a fait des bons taux. Donc ton titre initial du coup, c'est ce que t'as mis toi, je te dis exactement. 2 vendeurs d'élite te livrent tous leurs secrets. Ça, et après, entre parenthèses, closing et vente, guide complet pour aller chercher un peu de référencement. 2 vendeurs d'élite, il est incroyable. Ouais, ok. D'ailleurs, le référencement, t'es pas obligé de le mettre dans le titre. Hein. C'est dans la description majoritairement. Okay. Ça se joue. Le titre est vraiment là pour que les gens cliquent ou pas. Okay. Le référencement, ça se joue plus trop dans le titre. Ok. Bon à savoir. Ce que 2 vendeurs d'élite ont à te dire. Et tu dois écouter ça. Un truc comme ça, tu vois. Ok. Voilà. Mais peut-être que ça aurait marché de la même manière, je sais pas, tu vois. Mais c'est plus. Parce que ta cible, toi, c'est des gens qui cherchent à vendre. Ouais, c'est des entrepreneurs qui. Parce que moi, c'est un titre comme ça, je clique. Ce que 2 vendeurs d'élite. Et tu dois savoir ça. Ça joue sur ma culpabilité de moi, je sais que je suis pas forcément le meilleur vendeur du monde. Et du coup, j'étais en mode, ok, je veux me former, donc je vais regarder ça. Ok. Donc là, ça me parle à moi, ce que j'ai dit là. Mais après, c'est peut-être pas forcément une audience plus large. Ça aussi, c'est un petit truc qui marchait bien il y a un moment. J'ai plus trop de data dessus. Mais je sais que c'était un titre que faisait beaucoup McFly et Carlito en mode, on a fait tel truc, entre parenthèses, et il s'est passé ça, tu vois. Et ça, c'était très honnête, très sincère, encore une fois. Ça jouait sur cet aspect d'authenticité. En mode comme si c'était envoyé un message. En mode, et ma vidéo, ça va être tel truc, et hop, entre parenthèses, on s'est bien marré quand même. Et t'es en mode, waouh, McFly et Carlito, 7 millions d'abonnés, qui me parle comme ça, t'es en mode, ok, je clique, tu vois, parce que je veux voir. Comme Squeezie qui avait son truc son délire d'écrire tous ses titres en minuscules. Oui, très important ça aussi, parce que ça c'était un truc très de la Gen Z, tu vois. T'as des titres, je pense Olivia Rodrigo notamment, qui est une artiste américaine, qui tous ses titres d'un de ses albums, d'ailleurs, je sais pas si maintenant elle continue de faire ça, étaient écrits en minuscules. Et c'est un truc très, j'ai pas le temps de mettre les minuscules, de mettre la majuscule, tu vois, genre j'écris vite. Et c'est un truc qui était à la mode aussi. D'ailleurs, il y a même eu une vidéo pour expliquer sur Combini, qui a fait beaucoup parler, pour expliquer à quel point, rien à voir avec ça d'ailleurs, là je dévie totalement, mais pour expliquer à quel point les mecs qui écrivaient tout en minuscules étaient des mecs toxiques. Je te promets, il y a une vidéo sur Combini pour expliquer ça. Pourquoi pas? Ah d'accord. Voilà. C'est vrai que la cursive est vraiment te rend immune à la toxicité. C'est vraiment... je l'ai toujours su. Ouais, faut pas chercher. Bref, mais j'ai jamais vu ça sur Combini. Mais en tout cas, rien à voir avec le côté. Peut-être c'est pour ça que Squeezie fait plus de trucs en minuscules. En vrai, c'était sorti bien après. Mais Combini, on vous voit. Hein. Non, mais en vrai, ils font des formats très cool. Mais ça, ce format est assez marrant à voir. Mais voilà. Donc oui, effectivement, jouer aussi sur les. Faut voir aussi ce qui se passe, qui est à la mode, à qui ça parle. Par exemple, ça parle beaucoup à la jeune génération d'écrire en minuscules. Aujourd'hui, est-ce que la jeune génération elle a encore envie d'écrire en minuscule? Peut-être moins, peut-être la mode est dépassée maintenant, tu vois. Enfin, plein de choses qui évoluent aussi dans ce sens-là. Voilà. Écoute, mec, merci beaucoup. Je t'en prie. Pour ton temps. Tu reviens quand tu veux.
Bah, avec plaisir. Et- C'est toi aussi, tu reviens quand tu veux ici. Bah ouais, je sais, bah, de toute façon, c'est chez moi maintenant. T'es le bienvenu, évidemment. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Tous les liens sont dans la description. Ouais. Je crois qu'on aura tagué le crayon dans le titre et tout. Donc, Bah, trop cool. allez découvrir la chaîne pour ceux qui connaissent pas encore. Mettez-vous à jour, hein, vraiment. Ouais. Et j'ai adoré, moi, le débat personnellement sur la corrida. Ah bah merci. Donc, allez regarder. Très, très cool. Salut merci Antonin. beaucoup. Salut Benoît. Ciao.